Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Sexualité, j'espère que vous allez bien. Mon invité d'aujourd'hui a plusieurs cordes à son arc. Il est un auteur, un formateur et un conférencier de réputation internationale depuis 1989. Il possède une formation de physicien, de philosophe et de pédagogue. Je vous le présente immédiatement après ce qui suit. C'est un honneur pour moi d'avoir notre invité d'aujourd'hui, Jean-Jacques Crèvecoeur. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur notre plateau à Théovox Sexualité aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir parmi nous. Bien, ça me fait plaisir aussi. Jean-Jacques, vous êtes d'origine belge. Vous avez immigré au Québec en 2004. Vous êtes pédagogue, philosophe et physicien de formation. Vous êtes un auteur, un formateur et un conférencier de réputation internationale depuis 1989. Vous êtes auteur de plusieurs livres, notamment Relations et jeux de pouvoir. Vous aviez une chaîne YouTube. Et je dis vous aviez parce qu'on vous a censuré, on a fait disparaître votre chaîne YouTube qui avait plus de 235 000 abonnés. Entre 1995 et 2002, vous avez fait partie des consultants les mieux payés en France. Vous avez été classé par le patronat français parmi les 3 meilleurs experts au sein de l'Association Progrès du Management, association qui réunit plus de 6 500 chefs d'entreprise et plus de 300 experts consultants. Certains disent à tort que vous avez été découvert au Québec surtout lors de la pandémie de la grippe A H1N1 en 2009. Je dis à tort parce qu'on vous connaissait bien avant ça. C'est-à-dire que certains publics me connaissaient, c'est-à-dire d'abord le public des entreprises, puisque j'ai été consultant et formateur en entreprise depuis 1989 jusqu'en 2005 à peu près. Et là, ma réputation se faisait exclusivement et uniquement de bouche à oreille, donc je n'ai jamais fait une minute de prospection commerciale. C'était les entreprises qui m'appelaient pour me demander si j'acceptais de travailler pour eux, donc ça c'était une position quand même très privilégiée. J'ai aussi offert des services à monsieur et madame tout le monde dans le domaine de la croissance individuelle pour apprendre aux personnes à vivre leur vie de façon plus consciente, plus autonome, plus authentique, en harmonie avec eux-mêmes finalement. Et je dirais que dans les milieux donc, de la croissance individuelle, je faisais partie des pionniers de ce qu'on appelle le mouvement du développement personnel, bien que moi je ne me reconnaisse pas dans cette notion de développement personnel. Mais effectivement, le grand public, ceux qui ne s'intéressaient pas à la croissance individuelle, au travail sur soi, m'ont découvert à travers les médias de masse en 2009, au moment où je me suis, je dirais, levé pour critiquer et pour remettre en question cette tentative de vaccination contre une pseudo-pandémie de grippe H1N1. Avant d'aller plus loin dans la description, je sais que c'est énormément de travail de bâtir une notoriété sur YouTube notamment. On n'arrive pas à 235 000 et plus abonnés comme ça du jour au lendemain. Comment on réagit quand on se fait censurer et je vous dirais même déconnecter notre chaîne YouTube? Alors, je savais que ça allait m'arriver puisque dans ma vie, je n'ai jamais voulu faire la moindre concession au niveau des valeurs que je défends. Vous êtes un homme de conviction. On peut dire ça, effectivement. Et je savais que à partir du moment où je me positionnais de façon très explicite, très claire, j'étais devenu tout à coup le monsieur anti-vaccin H1N1, où je dénonçais déjà à l'époque les conflits d'intérêts, où je dénonçais les produits extrêmement dangereux qui allaient être introduits comme adjuvants dans le vaccin H1N1, en avertissant la population à l'avance des effets secondaires potentiels qui allaient survenir, etc. Donc, je savais en 2019-2020, lorsque j'ai commencé à oser parler à nouveau de manipulation médiatique, de manipulation de masse, je savais que YouTube sabotait déjà l'accès à ma chaîne et donc j'avais prévu de faire développer
une autre chaîne de secours. Une solution alternative. Une solution alternative qui soit indépendante de la censure de YouTube, qui est ma plateforme Full Live Channel. Et lorsque j'ai appris que YouTube fermait ma chaîne, après avoir quand même supprimé 16 vidéos qui, à elles seules, totalisaient 3,5 millions de vues, juste en 16 vidéos. Et parfois, mes vidéos étaient censurées en 48 heures. Alors en 48 heures, j'avais le temps de faire 65, 80, 85 000 vues en 48 heures. Mais après, pouf, elles étaient supprimées. Vous avez également fait partie du conseil d'administration de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Aujourd'hui, ensemble, on va surtout discuter d'ingénierie sociale et manipulation de masse, qui est un sujet dans lequel vous avez développé une certaine expertise au fil des années. Mais juste avant, bon, on sait que vous avez fait partie du conseil d'administration de cette fondation-là pour la défense des droits et des libertés du peuple. Vous vous êtes retiré et vous êtes revenu comme consultant. Donc, je vous dirais pourquoi on se retire et pourquoi on revient. Alors, sans entrer dans les détails, il faut quand même savoir que moi, je n'ai été qu'un administrateur intérimaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Mario Beauregard qui s'était retiré, qui était un des 3 administrateurs, et il s'est rendu compte que c'était énormément de temps à passer à toutes ces réunions, toutes ces interactions au sein du conseil d'administration. Donc il s'est retiré, et comme la Fondation avait besoin de 3 administrateurs pour fonctionner de façon légale, on m'a demandé si j'acceptais de remplacer à titre intérimaire et provisoire Mario Beauregard. Donc en fait, je suis resté 5 semaines dans la Fondation, le temps de me rendre compte qu'effectivement, ce que Mario Beauregard, qui est docteur en neurosciences, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans, donc en qui j'avais confiance, et en qui j'ai toujours confiance d'ailleurs, donc Mario m'avait dit « tu peux y aller, ce sont des bonnes personnes, c'est un beau projet, mais ça prend beaucoup de temps ». Et je me suis rendu compte effectivement que ça prenait énormément de temps. Donc dès que j'ai vu que effectivement ça m'empêchait d'investir mon énergie là où je pouvais apporter une plus-value réelle. Et cette plus-value réelle, c'est toute mon expertise scientifique, puisque c'est quand même ma première formation, c'est une formation en physique quantique théorique. J'ai quand même énormément développé d'expertise dans le domaine qu'on appelle l'épistémologie des pratiques médicales. Donc l'épistémologie, c'est l'analyse critique d'un champ de savoir. C'est une branche de la philosophie. Okay. Ça s'appelle l'épistémologie. Donc, je trouvais qu'au sein de la Fondation, je n'étais pas à mon meilleur et je n'apportais pas la meilleure plus-value, alors qu'en étant en dehors de la Fondation et en offrant mes services à la Fondation lorsqu'ils en ont besoin, moi, ça m'intéressait de continuer à travailler avec des scientifiques. Donc, j'ai réuni autour de moi une quinzaine de PhD, donc de docteurs en sciences. Ce sont des biologistes cellulaires, des biologistes moléculaires, des virologues, des docteurs en neurosciences, etc., pour travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut démolir le narratif qui nous est servi par l'OMS, par les instances de santé publique, etc. Ma première question à vous, Jean-Jacques, serait comment un petit groupe d'individus arrive à être capable de soumettre des milliards de personnes à des directives qui peuvent être injustifiées, incohérentes et irrationnelles. Parce que présentement, il n'y a pas de rationnel autour des mesures qu'on impose à la société actuellement. Effectivement, c'est une question très pertinente parce qu'on peut quand même s'étonner de voir avec quelle rapidité, avec quelle facilité un petit groupe de personnes émanant essentiellement de l'OMS au départ et de la Gavi, donc la Global Alliance for Vaccines and Immunization. Comment est-ce que ces gens, qui sont une poignée d'individus, ont réussi à faire accepter par les gouvernements du monde entier et les populations du monde entier un arrêt total de l'économie, un confinement général
chose qui ne s'est jamais passée dans l'histoire de la médecine. Je rappelle que même pendant les grandes épidémies de peste au Moyen-Âge, on ne confinait même pas les personnes en bonne santé. On confinait les personnes, enfin d'ailleurs confinement n'était pas un terme utilisé en médecine jusqu'en 2020. C'est un nouveau terme qui vient d'être inventé pour les circonstances. Alors donc c'est une question effectivement qu'on peut regarder du point de vue de l'ingénierie sociale et des phénomènes de manipulation, puisque effectivement ça a été, je dirais, mon premier sujet d'études et d'investigation depuis 1983. Qu'est-ce qui vous passionnait dans un sujet comme celui-là? Alors justement, j'espérais que vous alliez me poser la question. C'est une petite parenthèse parce qu'en fait, moi, en 83, j'avais déjà terminé ma maîtrise en physique. Et on pourrait se demander, mais comment un physicien qui était en train de faire des études en philosophie et en pédagogie, enfin faire de la recherche en pédagogie, comment est-ce qu'on s'intéresse au phénomène de pouvoir? Et en fait, c'est très simple, c'est que je me suis marié le 11 septembre 1982, donc avec ma première femme, Anna Noutiran, et on pouvait déjà se douter que si un crève-cœur épouse une femme qui s'appelle Tyran, ça n'allait pas bien se passer. Et effectivement, ça ne s'est pas bien passé, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je vais faire une histoire courte, mais du jour au lendemain, donc le lendemain de notre mariage, pour toute une série de raisons inconscientes, la chicane a pogné, comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir notre relation, qui était quand même une excellente relation, c'était une relation très très forte sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, etc. Ce n'était pas un coup de tête comme ça. Du jour au lendemain, on a vu notre relation commencer à se dégrader. Et 3 mois après notre mariage, le 6 décembre 1982, nous étions en instance de divorce. Et donc là, comme il y avait cette connexion d'âme à âme, cette connexion spirituelle entre nous, on s'est dit non, c'est pas possible. On ne peut pas rester là-dessus, on ne peut pas rester sur un échec et nous allons essayer de répondre à la question comment et pourquoi 2 êtres qui peuvent s'aimer sont capables de détruire la qualité de leur relation. Et on n'avait aucune réponse à cette époque-là. Je rappelle qu'en 82, les théories de communication étaient très peu populaires. Il y avait juste à l'époque l'analyse transactionnelle, il y avait la méthode Gordon du docteur Thomas Gordon et c'était essentiellement diffusé dans les entreprises, c'était même pas diffusé dans le grand public. Donc, on a commencé à chercher à répondre à cette question en transformant notre couple en laboratoire de recherche. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que chaque fois qu'on s'engueulait, chaque fois qu'il y avait un malentendu, chaque fois qu'il y avait une chicane de couple, etc., une fois que les choses étaient calmées, on s'asseyait l'un en face de l'autre, un peu comme nous sommes là maintenant, chacun avec un carnet, et on essayait de reconstituer la manière dont la relation avait dérapé et comment on en était arrivé à s'engueuler, alors qu'au départ, les choses semblaient tout à fait sereines et tout à fait harmonieuses. Et donc, c'était vraiment des choses du style « Alors, oui, mais quand je suis rentré, je t'ai dit ça. Non, non, tu ne m'as pas dit ça, tu m'as dit ça. Non, non, attends, je t'ai dit ça. Oui, mais toi, tu as compris ça comme ça. Ah oui, ok. Donc, je n'ai pas été très clair au niveau de ce que je te disais. Non, mais en fait, c'était quoi ton intention? Mais en fait, est-ce que tu te rends compte que tu as dit ça alors que tu crois avoir dit ça, etc. Donc, en fait, Est-ce qu'il y a eu des sessions de travail comme ça qui se sont soldées par une engueulade encore plus grande? Parce que... Non, parce qu'on attendait toujours d'avoir du temps, vraiment que les choses soient calmées. Et puis, on avait un objectif en commun. L'objectif, c'était de sauver notre couple. Et donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Et c'est un travail qui a duré 7 ans. Quand même. Alors, donc de fin 82, non, allez, 6 ans. De fin 82 à début 89, donc 6 ans. D'accord. Et petit à petit, on a vu la qualité de notre relation s'améliorer parce que la conscience de ce que nous disions et de ce que nous faisions au moment où nous le disions et nous le faisions est devenue de plus en plus affûtée. Et donc, on était de plus en plus conscient de la distorsion qui pouvait exister entre ce qu'on disait, ce qu'on croyait avoir dit, et puis l'intention inconsciente qui était derrière. Donc, en fait, on s'est rendu compte que dans la relation, il y a 3 niveaux de relation. Et je vais y revenir au niveau de la manipulation des masses, parce qu'en fait, c'est exactement le même phénomène. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est sous-entendu,
Mais comme il y a souvent une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est sous-entendu, ça cache un troisième niveau dans la relation que peu de théories de communication ont identifié et exploré. C'est ce que j'appelle les projets implicites et inconscients, les attentes implicites ou inconscientes, ou les intentions implicites ou inconscientes. Et qui se font la plupart du temps à notre insu. C'est-à-dire que c'est là où on peut reprendre cette phrase de, je pense que c'est Malraux qui disait « Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions ». On dit souvent que sa citation, c'est « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ce n'est pas l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, c'est les chemins qui mènent à l'enfer sont pavés de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'au départ, on a des bonnes intentions, on veut rendre service à l'autre, on veut le prendre en charge, etc. Et on se rend compte que finalement, ces bonnes intentions, mais qui sont pétries en fait d'agendas cachés, vont faire en sorte qu'à un moment donné, l'autre va se sentir envahi, va se sentir non respecté, etc. Et c'est là qu'une relation va exploser. Je compare souvent les jeux de pouvoir à des bombes à retardement relationnels. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas visible, on sent qu'il y a un malaise, et à un moment donné, au moment le moins opportun, l'explosion arrive et on perd la relation. Donc, après 6 ans, un de mes amis qui était maître praticien en programmation neurolinguistique, en PNL, qui était un ami intime du couple, me dit « Mais Jean-Jacques, ce que vous avez fait, Ananou et toi, pour sauver votre couple, et manifestement ça va beaucoup mieux entre vous maintenant que ça n'allait au début où je vous ai connu, aucune théorie de communication n'en parle. » Il dit, moi je suis praticien en analyse transactionnelle, je suis maître praticien en PNL, j'ai une formation de la méthode Gordon, nulle part je n'ai vu ça. Et même pas non plus chez Jacques Salomé, qui était à l'époque le premier à avoir vulgarisé pour le grand public les théories de communication. Mais on parlait des 2 premiers niveaux de la communication chez Jacques Salomé, jamais le 3e niveau. Et il me dit, est-ce que tu accepterais de donner un séminaire de formation à mes collègues et moi qui sommes maîtres praticiens en PNL? Et je lui dis, mais fous-moi la paix, moi je n'ai pas l'intention de devenir formateur. Moi j'avais des intentions de devenir scénariste de cinéma. J'avais une formation de scénariste de cinéma. J'étais en train de travailler sur des projets de scénario parce que je voulais partager toutes mes découvertes au grand public à travers des histoires de fiction. Donc je lui dis, écoute, ce n'est pas du tout dans mon plan de match. Ça explique les costumes dans vos vidéos. Oui, je me rattrape d'une certaine façon. Voilà. C'est bon. Et alors il me dit, écoute, juste pour une fois Jean-Jacques, on va venir, j'organise tout, viens nous donner une formation sur ce que vous avez découvert, ta femme et toi, et puis nous, si tu nous autorises, on reprendra vos travaux et on va l'enseigner nous-mêmes. Je dis, ok, parfait. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai donné une formation de 3 jours à des maîtres praticiens en PNL, et après 3 jours, ils étaient tous sur le cul en disant, on ne sera jamais capable d'enseigner ça comme vous le faites. Wow. On vous envoie nos clients. Je dis non, ce n'était pas le deal. Ce n'était pas ça qui était convenu. Non, mais juste 2-3 fois là. Et c'est comme ça que 31 ans plus tard, je suis toujours formateur. Donc, vous voyez, après avoir travaillé sur votre couple, des corrélations qui existent avec l'incohérence, l'irrationnel de soumettre un peuple à des directives comme celles qu'on vit présentement. Oui, effectivement, parce que je me suis rendu compte que ce que nous avions découvert, qui était valable uniquement pour les relations de couple au départ, était valable dans les relations parents-enfants, qu'on soit parent ou qu'on soit enfant, par rapport à nos propres parents, que c'était valable aussi dans le domaine des entreprises, que c'était valable dans la relation entre un professionnel et son client, entre un thérapeute et son client, etc. Donc en fait, j'ai commencé à décliner cette approche à toute une série de publics, et donc j'ai formé même des moines dans des monastères qui étaient aux prises avec des jeux de pouvoir dans leur monastère, j'ai formé des lieutenants-colonels de gendarmerie en France, j'ai formé des chefs d'entreprise, j'ai formé des thérapeutes, j'ai formé des enseignants qui travaillaient dans le domaine scolaire, je suis intervenu dans des associations loi 1901, donc des associations à but non lucratif, parce qu'en fait, les jeux de pouvoir sont là dès que vous mettez 2 êtres humains ou 2 groupes d'humains l'un par rapport à l'autre. Donc, on en arrive à cette
pseudo-pandémie de coronavirus, où ce qui a été mis en place, en fait, c'est les conditions qui sont à la racine de tout jeu de pouvoir. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est quand est-ce qu'on met en place, et ça, c'est la manière dont nous avons répondu à la question. Quand est-ce qu'on met en place un jeu de pouvoir alors qu'il y a une relation d'amour conjugale ou une relation d'amour avec ses enfants, etc. Quand est-ce qu'on en arrive à mettre un jeu de pouvoir à son insu, contre son gré, de façon totalement involontaire, et pourtant on détruit la relation avec cette bombe à retardement? Ben, la réponse, elle est très simple. La réponse, c'est que chaque fois que nous sommes dans une situation d'insécurité, c'est vraiment la peur qui fait le lit d'un phénomène de pouvoir. Dès que j'ai peur, et ça veut dire quoi avoir peur? Ça veut dire j'ai peur que mes besoins fondamentaux ne soient plus satisfaits. Et si j'ai peur que mes besoins fondamentaux ne soient plus satisfaits, je vais essayer de manipuler l'autre, inconsciemment et involontairement évidemment, pour être sûr que l'autre va me donner ce dont j'ai besoin pour satisfaire mes propres besoins fondamentaux. En fait, c'est véritablement ça, le mécanisme fondamental des jeux de pouvoir, c'est que je vais essayer de faire faire, de faire dire, de faire penser, de faire ressentir quelque chose à quelqu'un pour qu'il réponde de la manière dont je voudrais qu'il réponde, de telle sorte que je sois rassuré sur le fait que mon besoin fondamental d'amour, de reconnaissance, de sécurité, d'approbation, même mes besoins physiologiques de base, etc., soient respectés. Et ça, ce sont des phénomènes de contrôle qui sont mis en place par les bébés dès leur naissance. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un individu voit clair dans ce jeu de manipulation-là versus un autre individu qui se laisse berner par rapport à des promesses qu'on pourrait lui faire? Alors, c'est encore plus subtil que ça parce qu'on peut très bien être conscient d'une manipulation et malgré tout se faire avoir. Et si on parle de subtilité, Jean-Jacques, par rapport à nos gouvernements, la façon dont ils ont manipulé à l'intérieur de cette fausse pandémie-là pour amener un peuple, j'aime pas le mot, mais le mot qui me vient à l'esprit, c'est asservissement. Oui. Avez-vous des exemples que vous pouvez nous donner par rapport à ça? Je peux donner de très bons exemples, puisque si vous avez compris qu'un jeu de pouvoir, et donc on va être capable de manipuler, c'est-à-dire on va être capable de faire faire, de faire dire, de faire penser ou de faire ressentir quelque chose à un peuple, à partir du moment où on est capable de créer la peur. Donc la clé, c'est de se poser la question, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les gouvernements ont fait avec la complicité des médias de masse, les médias mainstream, qu'est-ce qu'ils ont fait pour générer la peur dans la population? Alors, il y a quelques recettes extrêmement efficaces. Et d'ailleurs, si je devais attribuer un prix Nobel de la manipulation pour 2020, c'est clair que je l'attribue au gouvernement de ce monde parce qu'effectivement, ils ont été extraordinairement efficaces en comparaison de 2009 avec la grippe H1N1 où ils ont été vraiment nuls en termes de tentatives de manipulation. Mais là, ils ont appris les leçons. Donc bravo, je les félicite. Première recette qui fonctionne très très bien, c'est de changer le discours de façon permanente. Donc un jour, on vous dit que non, 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 il n'y a aucun danger, la pandémie est confinée à la Chine et ça n'arrivera jamais au Canada ou ça n'arrivera jamais en Europe. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, on dit « Ah ben non, finalement, la pandémie s'en vient, mais vous savez, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, on maîtrise la situation. Ouais. » Et alors, c'est encore plus subtil parce que de nouveau, on va utiliser une distorsion entre le message explicite et le message implicite. On va dire « Il n'y a aucun danger, mais on suspend toutes les communications aériennes. » Alors, dans la tête de monsieur et madame tout le monde, c'est de dire « Attends, pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il n'y a aucun danger, mais qu'en même temps, il ferme les frontières de son pays? C'est quoi? Est-ce que, bon, en Europe, il y a une expression qui dit « Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que je dois entendre, est-ce que je dois croire le message qui m'est dit verbalement, c'est-à-dire « il n'y a aucun danger, rassurez-vous, bonnes gens », ou est-ce que je dois plutôt tenir compte des actes qui sont posés, qui est la fermeture des frontières et l'arrêt des communications aériennes. On crée une confusion volontaire. On crée une confusion volontaire. Et puis par la suite, on l'a vu avec François Legault,
François Legault a dit au début, je ne pense pas qu'un confinement sera nécessaire. Ah bon? Oh, d'accord. Et puis, quelques jours plus tard, on va confiner, mais juste pour 15 jours. C'est juste un petit effort qu'on demande à la population. Mais oui. Et encore, c'est un confinement volontaire, ce n'est pas un confinement, etc. Et puis après, on va le prolonger quand même. Le masque est obligatoire. Oui, c'est ça. Alors, le docteur Arruda qui intervient en disant, vous savez, non seulement le masque n'est pas obligatoire, mais il est inutile et il est même dangereux et il est même inefficace puisque vous allez le prendre, vous allez toucher votre visage, vous allez le mettre dans votre poche, donc le masque n'est utilisé que par les professionnels dans des conditions avec un protocole extrêmement précis. L'OMS avait le même narratif. L'OMS avait le même narratif, en France ils avaient le même narratif, etc. Et puis par la suite, François Legault a déclaré je ne suis pas favorable au port du masque obligatoire. Ouais. Et puis maintenant, on est en train de nous raconter que le port du masque est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, les points de repère sont en permanence changeants. Ouais. À partir du moment où les points de repère sont changeants, ça veut dire que... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait notre sécurité à nous, êtres humains ? Eh bien, c'est le fait qu'on a des points de repère fixes. Le fait que cette table n'a pas bougé depuis le début de l'entrevue, ben, ça me sécurise, inconsciemment bien entendu. Oui. Mais si je voyais cette table commencer à bouger, eh bien, je serais extrêmement inquiet et je pense que je perdrais le fil de mes idées. D'accord ? Donc, en fait, c'est le fait qu'il y ait des choses stables dans notre vie qui fait que nous pouvons nous sécuriser. Ouais. Et là, ce qui a été fait depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier, avec la couverture des événements en Chine, c'est de nous donner des informations contradictoires en permanence et des informations changeantes. Est-ce que vous pensez qu'on le fait volontairement pour qu'elles soient changeantes ou ils ont de bonnes intentions lorsqu'ils communiquent l'information? Au début, on pouvait leur donner le bénéfice du doute. D'accord. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne leur donne plus le bénéfice du doute. Parce que quand on sait que dans tous les pays de l'hémisphère nord, je parle de l'hémisphère nord, nous sommes au mois de septembre 2020, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas en soins intensifs, etc., est tombé proche du zéro absolu. Ouais. Et là, on continue à nous dire qu'il faut porter le masque, y compris à l'extérieur, avec des consignes complètement idiotes. Comment est-ce qu'on peut concevoir un instant, si on est sain d'esprit, que quand on entre dans un restaurant, il faut porter le masque jusqu'au moment où on s'assied, mais dès qu'on s'assied, le virus est extrêmement docile et ne va circuler que entre les tables, mais pas aux tables. Ça n'a plus aucun sens. Et je ne peux pas croire un seul instant que les instances de santé publique ne sont pas conscientes qu'ils sont en train de donner des instructions qui n'ont aucune justification sur le plan scientifique, aucune justification sur le plan sanitaire, aucune justification même en termes de protection d'une pandémie qui n'est plus là, enfin qui n'a jamais été là d'ailleurs. C'est certain. J'ose vous poser la question suivante, Jean-Jacques. Pensez-vous ou croyez-vous que leur narratif vient de plus haut qu'eux-mêmes? Mais ça, j'en suis certain. Je suis certain de cela et je dirais que je commence à en avoir des indices de preuves. Ce ne sont pas encore des preuves, mais ce sont des indices de preuves lorsque il m'a été envoyé il y a quelques jours une déclaration du président de la Biélorussie. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette déclaration. Il s'agit de Loukachenko. Et Loukachenko a déclaré il y a quelques jours en russe qu'il avait été approché par l'OMS. On lui avait proposé 92 millions de dollars US s'il s'alignait sur la politique de l'Italie, c'est-à-dire de mettre à l'arrêt l'économie de son pays et de déclarer les faux narratifs concernant la pandémie. Ouais. Il a refusé. Ouais. C'est un des rares dirigeants de pays qui a refusé. Par la suite, le FMI, le Fonds monétaire international, est revenu à la charge en lui proposant un prêt pour son pays et un petit à côté pour lui de 900 millions de dollars US s'il acceptait de tenir le même narratif qu'en Italie, en France, etc. Il a refusé et il les a envoyés paître en leur disant
je suis du côté du peuple, je ne suis pas de votre côté. Ça fait quand même 24 ans que Loukachenko est à la tête de ce pays. Il vient d'ailleurs d'être réélu. Ouais. Et en ayant eu cette information, en ayant eu l'information que le FMI avait essayé d'influencer le président de Madagascar pour qu'il ne fasse pas la promotion de l'Artemisia annua comme remède naturel contre le Covid-19, on lui a proposé à lui 20 millions de dollars US, je me dis, il est clair pour moi qu'il y a eu des pressions venant de l'OMS, du FMI, sur nos dirigeants. Qu'est-ce qui pousse des dirigeants à pousser un narratif comme celui-là? Est-ce qu'on veut profiter de cette fausse pandémie pour faire un genre de reset sur des piliers comme la famille, l'économie, etc., etc.? Bien, je pense que les choses deviennent de plus en plus claires. Moi, j'avais été très étonné qu'au mois d'octobre 2019, lorsqu'ils ont fait le forum de Davos, ils étaient juste une quinzaine, dont Bill Gates, dont John Hopkins, Ouais. dont un dirigeant chinois, etc. Ouais. Et c'était l'événement 201, hein, Event 201. Et moi, ce qui m'avait interpellé à ce moment-là, c'est que dans cet événement où il se posait la question « Sommes-nous prêts pour une pandémie ?» dont l'épicentre devait partir d'ailleurs de la Chine, Ouais. du sud-est de la Chine, mais c'était totalement un hasard, évidemment. Et le docteur, dans le narratif, s'appelait docteur Wan. Oui, c'est ça En d'ailleurs. Hein. Ils se sont posé la question essentiellement de la gestion économique de la pandémie et des impacts économiques de la pandémie. Ouais. Et ça, déjà, ça m'a allumé une lumière en me disant pourquoi est-ce qu'ils ne s'inquiètent pas des impacts sanitaires et des impacts de mortalité d'une épidémie? Pourquoi est-ce qu'ils ont tout axé dans leur rencontre d'octobre 2019 sur l'économie? Je rappelle que, ne fût-ce qu'ici au Québec, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs autonomes, ensemble, ça représente 98% des employeurs. Exactement, c'est ce que m'arrive. Et ça représente 85% de l'emploi total du pays. Et c'est la même chose en Europe. Ouais. Les petites et moyennes entreprises plus les travailleurs autonomes représentent entre 85 et 87% de l'emploi global. Donc, en atteignant eux, on tue notre économie. C'est ça. Et on favorise les grands groupes financiers, les multinationales, et pas seulement les GAFAM, hein, Google, Amazon, etc. C'est clair, on l'a vu d'ailleurs avec tout le projet de panier bleu. Lorsqu'on a mis ça en branle, on était en confinement. On ne pouvait même pas aller encourager le panier bleu ou l'achat locaux ici. C'était, si on avait besoin d'un barbecue, par exemple, on allait l'acheter chez Rona, que lui était ouvert parce que c'est un magasin à grande surface, mais tous les autres petits magasins de vélo ne pouvaient pas être ouverts, etc., etc. Et permettez-moi quand même de rire en remarquant que la Société des alcools du Québec et la Société québécoise du cannabis étaient des commerces essentiels. Ouais. Permettez-moi de rire quand même. Hein. On était en pleine pandémie, mais il fallait que l'alcool soit encore présent dans les ménages. Vous avez raison, puis vous ne serez pas sans savoir qu'on est une chaîne chrétienne, je suis croyant. Pour moi, dans des situations de crise, l'Église devrait demeurer ouverte parce que c'est un service, selon moi, essentiel, parce que la plupart des gens se tournent ou désirent se tourner vers une certaine spiritualité. Exactement. La SQDC demeure ouverte, la SAQ demeure ouverte, mais on ferme nos églises. Oui. Donc, on a fermé les écoles, on a fermé les universités, on a fermé tout le monde du spectacle. Or, quand on regarde, quand il y a une tentative de coup d'État militaire dans un pays quelconque, les putschistes, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils prennent le contrôle de la radio et de la télévision, ils ferment les universités et ils ferment la gueule aux artistes. Pourquoi? Parce que la contestation, elle vient toujours des universités, des intellectuels, elle vient toujours des artistes et avec la collaboration de radio libre ou de télévision. Donc, quand quelqu'un veut prendre le pouvoir sur un pays, c'est toujours le même procédé, c'est toujours la même stratégie qui est mise en place, c'est on contrôle les médias et on contrôle les intellectuels et les artistes. Absolument. Et en faisant ça, c'est exactement ça qui s'est passé, avec une stratégie de terrorisme intellectuel
de la population, parce que l'autre moyen qui a été mis en place pour faire peur aux gens, c'est non seulement leur donner des messages contradictoires permanents qui fait que les repères étaient mouvants en permanence. D'ailleurs, c'est une toute petite parenthèse, je rappelle que dans les camps de concentration nazis de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la stratégie qui était mise en place pour faire en sorte que personne ne se révolte dans les camps. Parce qu'il y a des chercheurs en psychologie sociale qui se sont interrogés, mais comment ça se fait que, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de prisonniers dans ces camps, surveillés par quelques dizaines de nazis avec des armes, si on a quelques dizaines de personnes qui surveillent 10 000 personnes dans un camp, mais c'est très facile de les renverser, Exactement, même s'il y en a quelques-uns qui se font tuer. Comment ça se fait que personne n'a réagi dans les camps de concentration? La clé, c'était tout simplement, dans les camps de concentration, les règles changeaient tous les jours. Et l'autre manière dont le terrorisme intellectuel a été fait, et ça, je pense que les médias mainstream devront rendre des comptes un jour, c'est qu'ils nous ont, je dirais, complètement terrorisé la population en répétant heure après heure le nombre de cas et le nombre de morts tous les jours, toutes les heures. En fait, ce sentiment de peur-là qu'on a véhiculé, on aurait pu créer ce même sentiment de peur-là, peu importe la maladie. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Parce que on aurait pu faire ça pour la grippe saisonnière, pour le cancer ou peu importe bien sûr. la maladie. Ils auraient pu le faire l'année dernière avec la grippe saisonnière. En 2017, il y a eu plus de morts de la grippe qu'il n'y a eu de morts finalement officiellement du Covid-19. Vous avez raison, en 2012 jusqu'en 2014, c'était 60 000 cas de grippe saisonnière juste au Québec. Voilà. Voilà. Donc, je pourrais vous faire le même coup avec le cancer demain, avec les maladies cardiovasculaires après-demain, avec, je ne sais pas quelle autre, des maladies respiratoires. Il y a quand même plus de 4 600 000 personnes qui meurent de maladies respiratoires chaque année. Ça, ce sont les chiffres donnés par le professeur Raoul. Donc, en fait, on a utilisé des chiffres qui ne voulaient rien dire. Ça n'avait pas de sens parce qu'on n'avait de nouveau pas de repères. Et du coup, la population, n'ayant aucun repère, s'est dit « mais si on nous en parle toutes les heures, c'est que ça doit être grave. » Et donc, ils se sont créés eux-mêmes un repère, n'ayant pas de repère. C'est ça. Et donc, ils ont interprété le fait qu'on était dans une situation grave, sinon les médias n'en parleraient pas. Jean-Jacques, ça m'amène à une autre question. Depuis le tout début de cette pseudo-pandémie, on a beaucoup insisté sur le fait d'encourager la dénonciation. S'il y avait un rassemblement pour un barbecue durant la période estivale, par exemple, on incitait les voisins de dénoncer qu'il y avait plus de 10 personnes dans ce rassemblement-là. On a incité les commerces à dénoncer les gens qui entraient dans leur commerce sans le port du masque. On a incité les gens à dénoncer tout rassemblement qui pourrait se faire à 250 personnes et plus. Ça me fascine de voir comment les gens ont embarqué dans ce phénomène de dénonciation-là, surtout qu'on a souvent ce dicton qui dit « vivre et laisser vivre ». Comment on arrive à inciter une population à devenir des délateurs? Très facilement. Très facilement, dans le sens où, à partir du moment où je vous ai convaincu en tant que population que vous êtes en danger de mort, et que toute action qui va en dehors des recommandations de la santé publique vous met potentiellement au rang de ceux qui vont grossir les statistiques de mort qu'on va voir à la télévision, ça devient extrêmement facile de faire croire à la population que toute personne extérieure devient un danger potentiel pour votre propre survie. Les seules personnes, je dirais, qui ne sont pas rentrées dans ce piège, et ça je l'observe de façon très attentionnée, ce sont soit des personnes qui ont déjà fait tout un chemin intérieur, tout un chemin de travail sur soi, que ce soit en croissance individuelle, que ce soit un travail spirituel, que ce soit donc quelque chose qui fait que ces personnes sont capables de trouver leur centre à l'intérieur d'eux, et ont leur propre repère à l'intérieur d'eux. Donc,
il n'y a que ces personnes-là qui vont oser sortir sans masque. Il n'y a que ces personnes-là qui vont ne pas tomber dans la délation. Il n'y a que ces personnes-là qui vont aller manifester sans respecter la distanciation sociale et sans porter de masque, parce qu'ils le savent qu'on nous ment. Selon l'expérience que j'en ai, souvent les gens qu'on traite de complotistes sont des gens beaucoup plus respectueux envers la catégorie de gens qui ont peur et qui acceptent ce narratif-là que le contraire. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je n'ai jamais vu autant de violence à l'égard des... Pas seulement les lanceurs d'alerte, beaucoup plus que complotistes, j'aime mieux le terme lanceur d'alerte. Mais pas seulement vis-à-vis des lanceurs d'alerte. Regardez, des gens comme le professeur Raoul, le professeur Perron, Jean-Dominique Michel, le professeur Toussaint, etc., eux aussi se font, mais lynchés, ils se font matraquer par les médias, par le grand public, par les débunkers, les décrypteurs, etc. Donc, ce n'est pas que les lanceurs d'alerte qui n'ont pas de légitimité officielle, dans le sens où moi je ne suis pas médecin et la plupart des personnes qui font ce travail ne sont pas médecins, ne sont pas virologues, ne sont pas immunologues. Mais lorsque nous reprenons les paroles du professeur Raoul, du professeur Perron, du professeur Toussaint, etc., et que nous ne faisons qu'être les porte-voix de ces gens-là, non seulement nous, on se fait attaquer, mais eux aussi se font attaquer, se font mais complètement discrédités par les médias dominants. Et je n'ai jamais vu autant de violence déployée depuis le début de l'année 2020. Jamais. Même en 2009, lorsque, aux côtés de Guylaine Langto et de Jean Dury, nous avons été quand même les fers de lance de la lutte contre ce projet de vaccination qui normalement aurait dû être obligatoire en 2009, mais ils ont tellement mal manœuvré en termes de manipulation que finalement ils ont reculé et ils ne l'ont pas rendu obligatoire. Je n'ai jamais rencontré autant de violence que maintenant. Donc c'est là où il va falloir faire tout un travail. Et ce travail n'est pas simple. Je dirais, moi je considère qu'aujourd'hui, la population dans son ensemble, sauf les gens qui étaient déjà centrés avant cet événement, ont subi un traumatisme majeur. Et il va falloir vraiment traiter cette population comme on traite des grands traumatisés de guerre ou des grands traumatisés de cataclysmes, etc. Il va y avoir un travail de fou pour les gens spécialistes en gestion des stress post-traumatiques. Absolument. Croyez-vous, vous avez fait plusieurs manifestations, vous avez fait plusieurs rassemblements, je devrais dire. J'aime mieux le mot rassemblement que manifestation. Vous avez participé à plusieurs rassemblements vous-même, des rassemblements qui se disent pacifiques. Pensez-vous que ces rassemblements-là ont le potentiel de changer quoi que ce soit? Ma première question, suivie d'une sous-question. Pensez-vous qu'on est allé au bout de ces rassemblements pacifiques-là? Alors, pour la première partie de votre question, je dirais, moi j'ai vu une utilité très importante au niveau de ces rassemblements et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude pour l'association Appel à la liberté parce que je trouve qu'ils font un travail extraordinairement généreux, extraordinairement authentique. Ils sont engagés, c'est incroyable. Ils sont vraiment engagés, bénévoles et ça je pense qu'il faut le dire, c'est que ces gens ne reçoivent rien. Pour faire tout ce qu'ils font. Moi, je les ai rencontrés, j'en connais pas mal du groupe organisateur. Et moi, ce que j'entends, parce que les gens viennent me parler lorsque je vais dans un rassemblement, et ils me disent deux choses. Ils me disent, si vous, les lanceurs d'alerte, vous n'étiez pas là, j'aurais sombré. Ça, c'est la première chose. Donc, eux aussi ont besoin de repères. De repères qu'ils jugent plus honnêtes, plus stables. Depuis le 3 février, qui était la date de la première émission que j'ai faite sur cette pseudo-pandémie, je l'ai dit le 3 février, j'en ai encore la preuve. Ils nous refont le coup de 2009 avec la grippe H1N1, ne vous inquiétez pas, à nouveau, ça va être une tentative de vous faire peur pour vous imposer un vaccin. Depuis 7 mois, j'ai le même discours. Alors qu'eux
Alors que dans les médias dominants, On ça sème change la tout le temps, etc. confusion. Bon, on fait peur. On fait comme si les gens avaient perdu du jour au lendemain leur système immunitaire. Pas Ouais. une seule fois, je n'ai entendu le docteur Arruda ou aucun médecin du monde parler du système immunitaire. C'est quand même extraordinaire pour des gens qui ont fait 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans d'études en médecine, ne jamais parler de système immunitaire, bon sang. Dans une épidémie de maladies infectieuses. Moi, ça me révolte. Bon. L'autre chose, mais non, mais c'est vrai. Vous avez raison. L'autre chose qui m'a été dit lors des rassemblements, c'est important pour nous d'être dans ces rassemblements parce que je me sens moins seul. Dans la manière dont la population réagit actuellement, il y a un grand besoin de conformisme social. C'est-à-dire que même si les gens ne croient plus au narratif officiel, même si les gens pour la plupart, ne croient plus à l'utilité du masque en situation où il n'y a plus de morts, plus d'hospitalisation, etc. C'est « j'ai peur d'être exclu du troupeau Ouais. ». Et pour les éveillés, eux aussi ont besoin d'un troupeau. Et ce sont les rassemblements. Donc ces rassemblements sont extrêmement importants. Les mouvements non violents, on parle de Gandhi, on parle de Martin Luther King, on parle de toute une série de Malcolm X, etc., ça a la capacité de mobiliser des millions de personnes. Ouais. Donc je dirais que plus nous serons nombreux dans les rassemblements, moins le risque de violence aussi sera présent. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on se sent fort en étant dans la masse. C'est vrai. Et si on est une masse de 100 000 personnes, comme ça a été le cas le 8 août dernier à Montréal, 100 000 personnes dans les rues, on n'a pas besoin d'être violent, on est fort. Y compris même par rapport à la police, qui en plus, la police est extrêmement, je dirais, bienveillante vis-à-vis de la population. Ce n'est pas la même chose du tout qui se passe en France, par exemple, où la police a un rôle beaucoup plus ambigu par rapport à la population. C'est vrai. J'espère vraiment qu'on va être capable de continuer à montrer que nous sommes pour la liberté. Oui. Et ça, je pense que c'est très bien que tous les rassemblements ont toujours insisté sur le fait que nous n'étions pas anti-masques, contrairement à ce qui était véhiculé dans les médias à ce qui est traditionnels. véhiculé par les médias traditionnels. Nous sommes pour la liberté de choix. De la même façon que je suis, pour moi-même et pour mes enfants, un anti-vaccin. Mais ça, c'est ma position personnelle. Ouais. Mais je ne dirai jamais en public, n'allez pas vous faire vacciner ou j'interdis la vaccination. Parce que ça… Mais vous seriez enclin à exposer les risques, par exemple. Ah ben bien sûr, et ça c'est ce que je fais, c'est ce que je fais dans mes livres, c'est ce que je fais dans mes conférences, c'est une des raisons pour lesquelles YouTube a fermé ma chaîne, c'est parce que je dis très explicitement le vaccin les vaccins, parce qu'en fait il n'y a pas un vaccin, il y a différentes versions qui sont mises en place par différents concurrents des compagnies pharmaceutiques, les vaccins anti-Covid-19, c'est de la folie pure. Et ce qui me fait plaisir, parce qu'évidemment, moi qui suis anti-vaccin, c'est clair qu'on va dire, oui, mais enfin, c'est facile, Jean-Jacques Crèvecoeur, il est anti-vaccin, donc il va dire ça pour le vaccin Covid-19. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que des gens qui sont des partisans de la vaccination, des défenseurs de la vaccination, je pense au professeur Raoul, qui est un partisan de la vaccination, je pense à cette microbiologiste qui a fait le buzz il y a quelques semaines, qui est Alexandra Henrion-Caude, qui a balancé toute la vérité et en fait elle a dit exactement ce que nous disons, nous les lanceurs d'alerte, depuis le mois de février, mais ça vient d'une microbiologiste pro-vaccin. Eh bien cette femme, Alexandra Henrion-Caude, a dit « c'est de la folie pure, ce vaccin est une horreur, c'est de la folie pure, jamais je ne cautionnerai un tel vaccin qui fait des expérimentations totalement hasardeuses avec des ARN libres qui vont modifier le code génétique de l'être humain. Accepter un vaccin comme ça, c'est accepter l'idée que l'être humain devienne de moins en moins humain. C'est une atteinte à l'humanité. Elle l'a dit. Et elle a dit, et pourtant je suis une pro-vaccin. Mais ce vaccin-là, jamais de la vie. Alors, bien sûr que je vais continuer à informer les gens avec tous les moyens qui sont à ma disposition. Mais ceux qui ont envie d'aller malgré tout se faire vacciner, je ne les empêcherai jamais.
C'est à Voltaire qu'on attribue cette position, mais il ne l'a jamais dit explicitement. C'est une commentatrice de Voltaire qui a dit cette phrase-là pour résumer la pensée de Voltaire, qui est « Je ne suis pas d'accord avec les idées que vous défendez, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez la liberté de défendre vos opinions. » Absolument, absolument. Donc, ce vaccin-là, c'est comme si on faisait la promotion d'un transhumanisme. Oui, on est en plein dans un alignement du transhumanisme. Je vous ai entendu parler dans une de vos vidéos de la charte de coercition de Biderman et de torture psychologique. Oui. J'ai 2 questions pour vous. En terminant cette entrevue, on va terminer avec ces 2 questions-là. Premièrement, c'est quoi la charte de coercition de Biderman? Et croyez-vous réellement que dans le cadre de cette fausse pandémie ou de cette pseudo-pandémie, que nous ayons été victimes de torture psychologique? Et si oui, pourquoi? Alors, à la première question, cette charte de coercition de Biderman, en fait, Biderman est quelqu'un qui a travaillé pour l'armée américaine et l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut obtenir des informations de qualité en torturant les gens, mais pas trop, et de préférence en les torturant psychologiquement plutôt que physiquement, parce que évidemment, ce qui intéresse des services secrets, comme la CIA par exemple, ou la NSC, bon, essentiellement c'était la CIA et l'armée américaine, c'est de recueillir quand même des informations les plus qualitatives possibles. Parce que, évidemment, avec n'importe quelle torture, tôt ou tard, on va arracher des aveux de la personne qu'on est en train de torturer physiquement, parce que cette personne a simplement envie que ça s'arrête. Donc il va dire oui, c'est moi qui ai tué un tel, etc. On le voit aussi dans les commissariats de police. Il y a des interrogatoires violents qui finissent par arracher des aveux. Et lorsqu'on arrive devant le juge, on se rend compte que ces aveux étaient totalement induits par les questions fermées posées par l'interrogateur. Et donc on doit tout recommencer. Donc en fait, tout l'enjeu de la CIA, c'était de dire, OK, quand on attrape un espion, un agent double, un terroriste ou un présumé terroriste, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un maximum d'informations qualitatives de cette personne sans la démolir physiquement et même en créant un contexte qui va faire qu'à un moment donné, même cette personne va se trouver presque en confiance avec nous pour nous donner des informations qui ne seront pas des mensonges cette fois-ci, mais qui seront la vérité. Donc en fait, c'est ça, c'est ce à quoi Biderman a travaillé. Cette charte est utilisée comme outil de mesure par Amnesty International. Donc en fait, Amnesty International sort chaque année un rapport sur la torture dans les pays du monde et il fait même un classement des pays qui utilisent plus ou moins la torture. Donc en fait, le numéro 1, c'est le pays qui utilise le moins la torture dans le monde. Et le numéro, je crois qu'ils sont 160 pays à être répertoriés par Amnesty International, c'est celui qui utilise le plus la torture. Alors on retrouve dans le peloton de queue de ce classement d'Amnesty International qui sort chaque année. Donc c'est un rapport annuel. On retrouve la Corée du Nord, on retrouve la Chine. Enfin, les pays communistes. Oui, essentiellement, mais pas que. Voilà. Donc, alors de mémoire, je ne me souviens plus des autres, mais en tout cas, je me souviens que la Corée du Nord et la Chine se trouvaient entre la position 145 et 160, donc ils étaient vraiment dans la queue du peloton. Les pays qui sont le plus en tête, donc les numéros 1, 2, 3, 4, etc., ce sont les pays scandinaves, donc de l'Europe du Nord, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark, ils sont dans les 4 premières positions. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des pays comme la Belgique, la France, la Suisse, le Canada, d'année en année, leur position se dégrade. Ah, pour vrai? Oui. Donc en fait, ils sont classés de plus en plus mal. Alors bon, ils sont quand même encore dans les 40 premiers pays sur 160, mais n'empêche qu'on n'est plus vraiment dans le peloton de tête. Depuis, je pense que ça a basculé après 2001, en fait, après les attentats du 11 septembre. À partir de là, les pays qui étaient les défenseurs de la liberté et les pays les plus démocratiques, je dirais, ont commencé à avoir des dérives plus, je dirais, plus sévères. Bon, voilà, je ferme ma parenthèse parce que, en fait, cette charte de coercition est utilisée par Amnesty International pour évaluer les pratiques de chaque pays, pour savoir qui
finalement, pratique en tant que pays la torture psychologique. Et cette évaluation, elle est basée sous 8 points. C'est ça, voilà. D'accord. Alors, ces 8 points, mais je vais y aller assez vite. Bon, le premier point, c'est l'isolement. Donc, on va isoler la personne qu'on veut interroger. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pandémie? Je vais faire le parallèle à chaque fois. Ça serait bien. On a isolé les gens en leur disant on met en place le confinement. Oui. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui donne un sentiment de sécurité aux gens? C'est d'être en troupeau, c'est d'être réunis. Donc, le fait de mettre des gens en disant vous restez chez vous et vous ne bougez plus, de laisser les vieilles personnes dans les CHSLD, dans les EHPAD, etc., et les laisser crever de solitude, c'était une excellente façon de torturer psychologiquement la population et donc de les mettre en état de sidération. Moi, j'appelle ça mettre les gens en état de sidération parce que c'est ça le résultat de ces pratiques de la charte de Biederman, c'est que quand on met en place une ou plusieurs de ces stratégies, on met les gens en situation traumatique et en situation de sidération. Vous avez raison, parce qu'une fois isolé, on ne peut plus parler, on ne peut plus valider l'information, on ne peut plus communiquer. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Je suis tout seul devant mon téléviseur. Et j'écoute un narratif qui met... Et j'écoute un narratif qui change de repère en permanence. Ouais. Donc, rien que l'isolement, c'était un coup de maître. C'est un coup de maître. Moi, je leur donne le prix Nobel de la manipulation mondiale. Tout de suite, sans hésiter. Il n'y a même pas de débat là. Mais c'est cruel en même temps. C'est de la torture. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est de la torture psychologique qui a été imposée à la population depuis le jour 1 où on a mis le confinement en place. Les films d'Hollywood ont beaucoup joué ce rôle-là aussi dans les années précédentes en termes de préparation psychologique. Ouais. Parce que quelque chose qu'on voit pour la première fois, on le rejette parce que c'est nouveau. Donc quand c'est nouveau, on le rejette. Donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs, c'était la vidéo du 3 février où je montrais qu'il y avait eu une croissance exponentielle du nombre de films qui faisaient état de pandémie mondiale. C'est vrai. Dans les dernières années avant 2020. Et donc on a préparé la population au fait qu'une pandémie, ça peut toucher tout le monde et tuer tout le monde, ce qui est une aberration sur le plan virologique, puisqu'on sait en virologie que quand quelque chose est très contagieux, il est très peu mortel. Mais quand quelque chose est très mortel, il est très peu contagieux. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que quand un virus que vous auriez attrapé est très mortel, vous n'avez pas le temps de contaminer les autres puisque vous êtes déjà mort. Ouais. Vous n'avez plus d'interaction sociale avec d'autres. Donc quand c'est très mortel, c'est très peu contagieux. Quand c'est très contagieux, c'est très peu mortel. La rougeole est très contagieuse, elle est très peu mortelle. Bon. Donc, on a préparé la population à une idée complètement fausse sur le plan virologique. Vous avez tellement raison. De pandémie très contagieuse et très mortelle, dont le seul remède, c'est quoi dans les films de fiction là? C'est toujours le vaccin. Ouais. Il n'y a pas d'autre remède dans ces films de fiction. Et on voit aussi les gens avec des masques, on voit les gens terrés chez eux. En fait, tout ça, ça a été préparé pour cognitivement créer, non pas une dissonance cognitive, mais une résonance cognitive. Mais vous voyez, j'écoutais une vidéo à un moment donné qui s'intitule, on peut la retrouver sur YouTube, je crois encore, « Out of the Shadow ». Et dans ce narratif-là, la personne qui agit en tant que narrateur, notamment de cette vidéo-là, mentionne que si on décortique le mot « télévision », en anglais, c'est « tell a vision ». Et ça m'a tellement accroché parce que je me dis, ça fait des années qu'on est en train de programmer des générations entières devant la télévision à écouter un narratif que indirectement, dans leur subconscient, ils en sont influencés ou ils ont déjà appris à l'accepter. C'est ça, c'est exactement ça. Mais donc, c'est important de comprendre que l'isolement a été facilement accepté parce qu'on l'avait vu à la télévision en Chine. Si on n'avait pas vu des scènes comme ça, je pense que ça aurait été la révolution dans des pays comme la France, la Belgique, etc. C'est clair qu'ils n'auraient pas accepté le confinement. Mais comme on l'avait vu en Chine, et que la Chine a très vite maîtrisé, entre guillemets, la pandémie, on s'est dit « Ah, c'est une recette qui marche. Si c'est une recette qui marche, on va l'appliquer aussi de bon gré, à la limite. » Voilà.
Deuxième stratégie de coercition pour faire parler les gens qu'on met en interrogatoire, mais donc en torture psychologique, c'est la monopolisation de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, la monopolisation de la perception, c'est que la personne n'a qu'un seul interlocuteur, tout le temps. La personne comme la personne est isolée, la personne qui est en interrogatoire n'a pas d'autre horizon qu'elle-même, les murs de sa cellule, qui très souvent sont étroits, et son interrogateur. C'est tout. Il n'a absolument aucune alternative. C'est ce qui s'est passé dans la gestion de la pseudo-pandémie aussi. C'est qu'on était monopolisé au niveau de notre perception par le petit écran, par le narratif, tout le temps. Et comme on était entre quatre murs et qu'on ne sortait pas de ces quatre murs, on avait toujours les mêmes personnes devant soi. Donc à 13h15, c'était le rendez-vous, on écoutait la conférence de presse. Voilà, exactement. En France, à 20h, tout le monde devait applaudir au balcon pour féliciter les professionnels de la santé, etc., etc. Bien. Troisième chose, épuisement induit. Ce qui veut dire? L'épuisement induit, c'est-à-dire qu'on va empêcher par exemple les gens de dormir. On va les empêcher, donc quand ils commencent à s'endormir, ça fait partie aussi des tortures psychologiques, hein, quand ils vont commencer à s'endormir, poup, on les réveille, on rallume la lumière, on met de la musique, etc. etc. Là, l'épuisement qui a été induit, c'est que l'épuisement est venu du fait que, comme on terrorisait les gens toutes les heures avec les nombres de morts, etc., il y en a qui ont commencé à faire des insomnies, il y en a qui ont commencé à être nerveusement épuisés parce que, en fait, la meilleure façon d'être épuisé, c'est d'avoir envie de bouger et qu'on vous empêche de bouger. Ça, c'est physiologique. C'est que si vous avez envie de bouger, la meilleure façon de ne pas être fatigué, c'est comme si vous aviez un pied sur la pédale d'accélérateur et l'autre pied sur la pédale de frein. Ouais. C'est épuisant. Je veux bouger, mais je dois rester. J'ai un commerce, ah ben non, je ne peux pas l'ouvrir le commerce. Donc j'ai mon pied sur la pédale d'accélérateur, je voudrais rouvrir le plus vite possible mon commerce, oui, mais je ne peux pas. Et ça, c'est épuisant. Ouais. Il n'y a rien de pire que d'être empêché d'agir. Quatrième stratégie, ce sont les menaces. Alors ça, je pense qu'on les a entendus très très clairement au Québec, mais on les a entendus aussi dans d'autres pays, parce que moi je fais la couverture de tous les pays. Mais quand j'ai entendu le docteur Arruda dire « Ne m'obligez pas à envoyer l'armée dans les rues », il l'a dit quand même. Ah, il dit « Je peux être un bad boy ». Oui, je peux être un bad boy, etc. Ne m'empêchez pas. Hein. Je vais vous reconfiner. Je vais vous reconfiner. Si vous ne portez pas le masque, si vous n'êtes pas assez docile, etc., etc. Donc il y a toute une série de menaces très explicites, très ouvertes. À ce niveau-là, le Québec a le pompon des menaces explicites, parce que dans les autres pays européens que j'ai suivis, les menaces sont plus voilées, ce qui n'est pas plus confortable d'ailleurs sur le plan psychologique d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez remarqué une corrélation, Jean-Jacques, entre la menace et l'infantilisation? Il y avait comme quelque chose qui était main dans la main entre la menace, qui était à quelque part un peu infantilisante. Oui, c'est complètement ça. On s'est adressé à nous comme si nous n'avions plus que 3-4 ans. Ouais. 1, dépourvu de notre système immunitaire, et 2, dépourvu de notre capacité à décider ce qui est bon pour notre santé. Ouais. Cinquième stratégie de torture psychologique, ce sont les indulgences occasionnelles. Les indulgences, ça a une résonance aussi de l'Église catholique qui vendait des indulgences à un moment donné pour les grands pécheurs en leur disant « vous aurez le paradis si vous payez le Vatican et si… voilà. Bon. Mais les indulgences occasionnelles, c'est-à-dire que de temps en temps, on vous fait une faveur occasionnelle. La PCU serait l'exemple. C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Hein. La prestation canadienne d'urgence, c'est une indulgence occasionnelle. On dit, on vous met à l'arrêt, mais dans notre grande générosité, on fait tourner la planche à billets, sans vous dire qu'en fait, il faudra que vous le remboursiez avec vos impôts par la suite, pas seulement parce que la PCU est imposable, parce qu'on aurait pu imaginer un système où il n'y avait même pas d'impôts. Parce que si c'est une prestation d'urgence, pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts en plus sur quelque chose qu'on nous donne parce qu'on nous a obligés à nous confiner? Il n'y a pas de logique. Moi, je ne comprenais même pas qu'on puisse mettre des impôts. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pendant 15 ans, en tant que population, dans la vraie économie, nous allons devoir payer les intérêts
des emprunts qui ont été faits auprès de qui? Auprès des banques privées, qui sont déjà multimilliardaires de façon indécente et qui sont ceux qui ont mis en place tout ce hold-up financier. Et qui va payer à nouveau les pots cassés? C'est nous. Et qui va en profiter? Ce sont les banquiers qui ont provoqué cette situation de chaos sur le plan financier. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc les indulgences occasionnelles, c'est effectivement, voilà, on te donne, petit citoyen bien docile, une prestation d'urgence parce qu'on veut prendre soin de toi, etc. Et ça aussi, ça met les gens dans la confusion en disant « Ah, ben le gouvernement est quand même bon avec moi, donc je ne vais pas me révolter contre le gouvernement. » Sixième, c'est l'inverse de l'indulgence occasionnelle, c'est la démonstration de toute puissance. Ouais. C'est donc « J'ai un pouvoir de vie et de mort sur vous » en tant qu'interrogateur qui torture la personne qui veut... voilà. Moi, je peux décider de te laisser croupir jusqu'à la fin de tes jours dans une prison à Guantanamo. Je suis tout puissant. Oui, mais j'ai des droits. Ah ouais? Mais comment tu vas faire pour réclamer tes droits? Je suis tout puissant. C'est moi qui décide si oui ou non tu peux téléphoner. Ça aussi, c'est une indulgence d'ailleurs pour les prisonniers. Donc ici aussi, démonstration de toute puissance. C'est nous décidons c'est quoi un commerce essentiel d'un commerce non essentiel. On me disait dernièrement que ceux qui voyageraient et ne respecteraient pas les 14 jours d'autoconfinement en rentrant risquaient jusqu'à 1 million de dollars d'amende. Effectivement. Donc ça, c'est aussi une manifestation de toute puissance. Mais ces gens se comportent comme s'ils étaient en toute immunité. Et pour être sûr, en France, entre autres, ils ont voté, donc les parlementaires ont voté une loi qui les immunise au cas où on pourrait les poursuivre après la gestion de la crise. Une fois que toute la vérité aura éclaté, eh bien, ils ne pourront pas être poursuivis, sauf si on parvient à démontrer leur mauvaise foi. Ils ont voulu comme insérer ce genre de loi-là à l'intérieur du projet de loi 61 pour notre gouvernement aussi. C'est exactement ce qu'ils essayaient de faire et je serais curieux de voir ce qui va se passer cet automne ici au Québec. La septième stratégie, c'est la dégradation. Donc là, on va amener la personne à être dégradée. Dans le domaine des interrogatoires de la CIA, par exemple, c'était priver la personne de la possibilité de se laver pendant des semaines, parfois des mois. Donc, je commence à être sale sur moi, je pue, etc. Donc, ça, ce sont des dégradations physiques. On peut regarder ce qui s'est passé au niveau de la gestion de la crise du Covid-19. Eh bien, ça, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste pour l'instant à une perte de pouvoir d'achat. On assiste à une explosion du chômage. Dois-je rappeler que depuis le début de la pandémie, rien qu'ici au Québec, maintenant on approche les 20 000 faillites d'entreprises, dont beaucoup sont provoquées par la situation de confinement et de blocage de l'économie, mais aussi de reprise de l'économie dans des conditions qui sont non rentables pour certaines entreprises. Donc il y a des entrepreneurs qui ont décidé de garder, par exemple, le restaurant fermé parce qu'ils ont dit « ce ne sera jamais rentable dans les conditions que l'on m'impose ». Donc c'est un cadeau empoisonné de nous avoir dit on déconfine, mais en réalité on déconfine, mais en mettant 2 mètres de distance entre les tables, etc., etc. Je serais curieux de voir si, en bout de ligne, on perd plus d'argent dans une situation comme celle-là, parce qu'on a des coûts fixes encore plus extravagants. Les employés, même si ce sont des employés réduits, la salle n'est pas remplie, l'Hydro-Québec roule plus élaboré, si je peux dire ainsi. Oui, et d'ailleurs, je dirais que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de particuliers ont encore survécu depuis 7 mois. Bon, ça fait 6 mois que le début du confinement a eu lieu, ils ont survécu avec leurs réserves financières. Combien de temps ces réserves vont-elles encore durer? Quand on entend les instances de santé publique qui nous disent que c'est une certitude que nous aurons
une deuxième vague, ce qui est une aberration totalement infondée sur le plan scientifique. On est incapable de prévoir une seconde vague, à moins d'être Madame Soleil avec une boule de cristal et de dire voilà, il y aura une seconde vague, ou à moins de la provoquer artificiellement par un gonflement artificiel des chiffres. On va manipuler à nouveau les statistiques, on va faire peur aux gens de nouveau et on va embarquer pour une seconde vague. Et là, je crains des mouvements de protestation plus violents. Donc j'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là. Mais donc, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus de gens perdent leur emploi, ne vont pas retrouver d'emploi parce que des entreprises elles-mêmes sont en train de fermer, des entreprises qui n'étaient pas en danger. Parce que oui, on sait dans l'économie que je ne sais plus combien de pourcents des entreprises meurent dans les 3 premières années de leur existence, mais ça c'est normal, ça fait partie de je dirais, la sélection naturelle. Mais des entreprises qui ont pignon sur rue depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui font faillite, ça interpelle beaucoup. Ça, c'est nouveau comme situation. Et c'est ça qui va entraîner la dégradation. Et ça, c'est ce que Naomi Klein, qui est une chercheuse d'origine canadienne, appelle la stratégie du choc. Et elle explique très bien dans son livre, La stratégie du choc, qui est un livre qui est sorti en 2007, si mes souvenirs sont bons. Elle dit très bien qu'on met le peuple en état de choc et la dégradation sur le plan monétaire, financier, est une excellente façon de mettre les gens en état de choc, c'est-à-dire en état de pénurie financière, de pénurie d'argent. Et donc, à partir du moment où ces gens sont en choc, c'est une bonne façon de leur faire accepter n'importe quoi. Si on se laisse faire, si on accepte qu'il y ait une seconde vague, à ce moment-là, ce scénario risque d'arriver. Et là, à ce moment-là, on sera dans une misère telle que n'importe qui sera prêt à accepter n'importe quoi. Et ça fait partie de leur plan. Ce n'est pas pour rien que le World Economic Forum a annoncé au mois de juin ce qu'ils appellent le Great Reset. Le Great Reset qui est prévu pour janvier 2021, qui serait potentiellement une disparition des échanges monétaires tels que nous les connaissons. Au profit de crypto-monnaies ou au profit d'une monnaie tout à fait dématérialisée. Ce qui empêcherait toute une série de petits commerces ou de petits échanges entre particuliers de se faire encore. 8e et dernière stratégie dans la charte de Biderman, ce sont les demandes stupides imposées aux prisonniers qu'on est en train d'interroger. Et ça, je dirais que ce n'est pas nécessaire que je fasse beaucoup de dessins quand on demande aux gens de porter un masque, même à l'extérieur, mais on leur dit, mais dès que tu t'assieds sur un banc pour manger ton sandwich, tu n'as plus besoin de porter le masque. Ou si tu fumes, tu peux enlever ton masque le temps que tu fumes. Le virus sera patient, il restera loin de toi parce que le virus a peur de la fumée de cigarette ou de la fumée de cigare, etc. Donc, les demandes stupides imposées, comme la distance de 6 pieds, ça ne repose mais strictement sur rien. Moi, j'attends toujours que le docteur Arruda, que Olivier Véran en France, que Maggie de Bloch en Belgique, etc., me montrent la moindre étude qui prouve, que les masques sont utiles, efficaces en cas de maladie infectieuse. Vous avez interviewé Denis Rancourt qui l'a démontré de façon extrêmement brillante et détaillée et documentée. J'attends toujours que Arruda et compagnie me montrent la première étude qui prouve qu'une distance physique prévient la transmission d'une maladie infectieuse. J'attends toujours la première étude qui me démontrerait qu'on a sauvé des vies grâce au confinement. Je renvoie ceux qui nous écoutent aux travaux, entre autres, de Gérard Delépine, qui est un cancérologue biostatisticien en France, qui a fait le calcul avec les chiffres de l'OMS en démontrant que les pays qui avaient appliqué de façon la plus stricte les mesures de confinement sont les pays qui ont le plus de morts par million d'habitants. Donc, que Arruda ne vienne pas me raconter qu'on a sauvé 60 000 vies au Québec, basé sur quoi? D'ailleurs, il reprenait des chiffres qui avaient été donnés par Neil Ferguson de l'Imperial College pour la France. La France qui a 70 millions d'habitants, alors qu'ici au Québec, nous n'avons que 8 millions d'habitants. Et donc, Arruda, ça ne le dérange pas du tout d'aller chercher des statistiques qui l'arrangent, mais ce gars-là,
c'est absolument pas de la science qu'il fait, c'est de la politique, c'est de la manipulation et c'est de la torture psychologique. Donc, pour moi, quand je regarde cette charte de coercition de Biderman que j'ai découvert grâce à Amnesty International, il est clair qu'on rentre dans les 8 critères avec cette gestion de la crise du coronavirus. On rentre dans les 8 critères des conditions pour mettre en place une torture psychologique vis-à-vis de l'entièreté de la population. Et ce qui est fascinant, c'est pas juste nous au Québec ou au Canada, c'est à travers la planète. C'est à travers la planète complète. Et c'est là où je serais curieux de voir ce que chaque dirigeant a reçu comme argent, comme promesse ou comme menace pour être aussi docile vis-à-vis de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Jean-Jacques Crèvecoeur, on peut vous suivre sur votre site Internet, évidemment, jean-jacques-crèvecoeur.com. Oui. On peut écouter vos vidéos sur fulllifechannel.com. Jean-Jacques Crèvecoeur, merci pour votre générosité. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait de venir sur notre plateau. Vous nous avez donné beaucoup de matériel. J'espère qu'à la maison, ce matériel-là qui a été partagé aujourd'hui vous donnera matière à réflexion. C'était Jean-François Denis qui vous dit à la prochaine.